on continue avec une autre présentation orale. Ça sera avec Marc-André Simard, qui est étudiant en doctorat à l'École de bibliothéconomie et de sciences de l'information à l'Université de Montréal. Il va nous donner une présentation orale sur un sujet qu'il a travaillé avec Philippe Mongeon et Toluoise Asubiaro. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Alors, sa présentation sera sur le sujet du fardeau des frais de traitement des articles sur les universités canadiennes. Tu as 15 minutes pour présenter et 5 minutes pour les questions. À la 13e minute, tu vas entendre un petit son pour savoir que tu as aussi 2 minutes. Alors, c'est à toi. Merci. Parfait. Donc, merci beaucoup. Je suis vraiment content d'être ici aujourd'hui. Donc, le projet de recherche que je vous présente aujourd'hui n'est pas tout à fait terminé. On est encore dans une phase de nettoyage de données, donc les résultats sont quand même très préliminaires, mais malgré tout, je pense que ça parle quand même beaucoup et c'est quelque chose qui devrait intéresser les bibliothécaires universitaires ou ceux qui s'intéressent justement au système de financement de la recherche en général. Juste avant de commencer, je dois vous dire, en ce moment, il y a des travaux dehors et je crois qu'ils font du dynamitage, donc ça se peut qu'on entende des booms et mon chien qui va se mettre à japper. Dans ce cas-là, je vais simplement fermer mon micro si c'est pour arriver. Parfait. Donc, rapidement comme ça, je pense que vous êtes tous un peu au courant qu'il y a une crise des périodiques scientifiques qui dure depuis probablement une vingtaine, trentaine d'années. Ça a commencé à la fin des années 60, au début des années 70, lorsque les grands éditeurs commerciaux ont commencé à acheter des presses universitaires et des revues de sociétés scientifiques. Donc, une des raisons pourquoi est-ce que justement les sociétés scientifiques et les presses universitaires vendaient leurs revues, c'est notamment parce que les méthodes de dissémination des communications savantes, donc de la recherche par les éditeurs commerciaux, étaient plus efficaces parce qu'eux, ils avaient une équipe engagée spécifiquement pour ça, tandis qu'au niveau des presses universitaires et des sociétés scientifiques, c'était généralement des chercheurs qui devaient prendre leur propre temps pour passer à travers tout le processus d'édition scientifique. Malheureusement, comme d'habitude, quand justement on procède à une privatisation de quelque chose, en fait, ça mène à une quête interminable de profit, ce qui a ensuite mené à des hausses faramineuses des prix d'abonnement aux périodiques scientifiques. Donc, par exemple, n'importe quel bibliothécaire universitaire va vous dire probablement la même chose. Donc, on rajoute tout ça au fait qu'il y a eu une multiplication des revues, une multiplication de la science en général. Donc, il y a vraiment une grosse quantité de sciences, d'articles scientifiques qui ont été produits au tournant du millénaire avec les méthodes de dissémination de la recherche numérique. Ce qui a fait en sorte que, en fait, les éditeurs privés se sont ramassés avec de plus en plus de revues, donc qui sont devenues de plus en plus essentielles donc aux yeux des chercheurs. On a atteint un stade où les bibliothèques universitaires étaient plus capables de payer justement pour accéder aux revues scientifiques nécessaires pour le travail des chercheurs. Donc, une des premières solutions qui a été apportée à tout ça, c'est les grands ensembles, ou ce qu'on appelle en anglais les big deals. Donc, un grand ensemble, c'est un modèle tout en un d'abonnement périodique scientifique. Donc, grosso modo, l'éditeur scientifique, en échange d'un gros rabais, permet aux bibliothèques universitaires d'accéder à tout leur catalogue de revues scientifiques sur une période donnée, généralement sur un contrat de 3 ou 5 ans. Par contre, le problème avec ce modèle-là, c'est que, évidemment, après 5 ans, une fois que les bibliothèques étaient un peu devenues dépendantes de ces ensembles-là, les éditeurs scientifiques privés ont augmenté fortement le coût de ces abonnements-là. Donc, il y a eu un phénomène qui s'est développé dans les dernières années qui s'appelle justement l'annulation des grands ensembles. Donc, il y a plusieurs universités qui ont procédé à
à des évaluations totales de l'utilisation de leur catalogue des revues scientifiques, etc., notamment l'Université de Montréal, l'Université Laval, l'Université de Calgary et plusieurs grandes universités aux États-Unis. Donc, une revue de littérature qu'on a fait l'an dernier, moi et mes collègues de On Paywall, qui a démontré que, en général, les bibliothèques universitaires ont été capables de limiter les effets négatifs sur leur communauté. Donc, ce que ça a démontré, c'est que généralement, les étudiants et les professeurs étaient très compréhensifs par rapport à la réalité, justement, du fait que les prix des périodiques scientifiques sont tout simplement trop élevés. Juste dans le même ordre d'idées, je veux vous montrer directement de quoi ça a l'air. Il y a une étude de Kiridou, justement, au début des années 2010, qui a montré que les périodiques scientifiques ont augmenté d'environ 400 entre 1986 et 2010. Donc, si on compare à l'indice des prix à la consommation, donc l'inflation au Canada a augmenté d'environ 107 sur la même période. Donc, en d'autres mots, le coût des périodiques scientifiques augmente 4 fois plus rapidement que l'inflation depuis les années 80. Donc, évidemment, c'est une situation qui est insoutenable pour des bibliothèques universitaires qui sont déjà pas très financées par rapport à ce qui pourrait l'être. En ce qui concerne justement le milieu de l'édition scientifique, il y avait une étude de mon directeur de recherche, Vincent Larivière, et certains de ses collègues qui avaient démontré que les 5 plus gros éditeurs scientifiques publie plus de 50 de tous les papiers qui sont indexés dans la base de données Web of Science. Et il y a aussi certaines disciplines, notamment les sciences sociales, qui vont jusqu'à une part de 70 si vous regardez le graphique, on voit bien aussi ce que je vous ai parlé tout à l'heure de la consolidation, c'est-à-dire l'achat de revues, la création de nouvelles revues, etc., ce qui montre qu'ils sont parvenus à se rendre indispensables aux bibliothèques dans les dernières années. Donc, ça ici, justement, c'est les revenus et les profits, les marges de profit des 5 plus gros éditeurs scientifiques pour l'année 2018. Donc, on parle de marges de profit qui vont jusqu'à 37,12 et des revenus qui vont jusqu'à 3,7 milliards pour Elsevier. La raison pourquoi est-ce que ça arrive, c'est pas compliqué, c'est parce que la majorité de la main-d'œuvre qui est utilisée par les éditeurs scientifiques, en fait, c'est des chercheurs qui ne sont pas rémunérés. C'est des chercheurs qui évaluent des articles bénévolement. C'est des chercheurs qui écrivent des articles bénévolement et qui les donnent carrément aux éditeurs scientifiques. Et c'est même des chercheurs qui participent justement sur des comités éditoriaux sans toujours être payés. Donc, généralement, l'éditeur en chef a une petite compensation financière, mais les autres éditeurs ne sont pas nécessairement justement rémunérés. Donc, une autre possibilité qui a été apportée comme étant une sorte de solution à cette crise des périodiques, donc c'est le libre accès. Donc, grosso modo, le libre accès, c'est un mode de diffusion des connaissances qui vise à rendre les résultats de recherche disponibles gratuitement sur le web, permettant ainsi aux utilisateurs de lire, télécharger, copier, distribuer, imprimer, partager un texte original sans aucune barrière financière, légale ou technique. Et parfois aussi, on exige que ce soit conforme à une licence ouverte de droit d'auteur. Donc, grosso modo, le libre accès, c'est le fait de rendre des articles scientifiques et des livres disponibles gratuitement sur le web sans aucune barrière technique. Donc, originalement, les modèles de libre accès avaient été développés justement par la Déclaration de Budapest au début des années 2000. Il y avait 2 modèles principaux. En ce moment, je pense qu'à tous les mois, il y a un nouveau modèle de plus extraordinaire que le modèle d'avant qui sort, mais honnêtement, pour les biens de l'étude, je vais me limiter aux 2 principaux. Donc, le premier, c'est le libre accès art. Donc, c'est tout simplement le fait de publier un article scientifique dans une revue scientifique qui est en libre accès, donc qui permet au lecteur de consulter tous les articles sans frais d'abonnement. Donc, ici, ce type de revue-là va parfois exiger des APC. Donc, ça, des APC, c'est des frais de traitement des articles. Donc, c'est les auteurs qui doivent payer ça. C'est un montant qui est utilisé pour couvrir les frais d'édition et pour compenser pour l'absence de revenus liés aux abonnements. Donc, le modèle art a aussi dévié sous une autre catégorie qui s'appelle le modèle hybride. Donc, ça, c'est le modèle qui est généralement le plus critiqué parce que, dans le fond, le modèle hybride, c'est un mélange entre le modèle classique. Donc, les personnes, pour lire les articles scientifiques, doivent payer un abonnement. Sauf dans le cas où l'auteur décide de payer un montant généralement faramineux en frais de traitement d'article pour rendre une copie de l'article disponible gratuitement en ligne. Donc, ce phénomène-là, on appelle ça double dipping, c'est-à-dire que dans le fond, c'est comme si chaque article était payé 2 fois, une fois pour l'abonnement et une fois justement pour les frais de traitement.
Sinon, le deuxième modèle général du libre accès, c'est le modèle vert. Je ne vais pas m'attarder trop sur un modèle vert, étant donné que ce n'est pas celui-ci qui est important pour l'étude. Donc, le modèle vert, c'est simplement de déposer une copie d'un article scientifique dans un dépôt d'archivage numérique, un petit peu comme on a à l'Université de Montréal ici. Donc, pour revenir sur les frais de traitement des articles, donc c'est l'une des principales sources de financement du libre accès. Ça a permis aux éditeurs commerciaux de saisir leur part du gâteau du libre accès, c'est-à-dire qu'en imposant le modèle hybride, en imposant des coûts faramineux justement aux frais de traitement d'articles. Donc, ces frais-là sont généralement pas calculés dans les coûts totaux liés à la communication scientifique par les bibliothèques universitaires, étant donné que c'est les auteurs qui paient directement. En ce qui concerne, il y a différents types de frais de traitement des articles. Donc, on voit le contraste entre les éditeurs à profit et les éditeurs à but non lucratif. Donc, dans les éditeurs à profit, on a des frais de traitement d'articles qui peuvent aller jusqu'à 12 000 américains. Donc, grosso modo, c'est vraiment le prix d'une Toyota Yaris. Donc, vous pouvez vous rendre à l'université en Toyota Yaris ou vous pouvez avoir un article publié dans Nature. Donc, c'est vraiment votre choix. Sinon, quand on regarde du côté des éditeurs à non-profit, il y a la Public Library of Science Plus qui charge environ 1 500 américains par article, ce qui est encore beaucoup, mais quand même plus raisonnable. Et il y a d'autres initiatives un peu plus intéressantes comme PeerJ qui charge 600 pour publier autant de fois que vous voulez dans leur revue. Sinon, il y a aussi des contre-exemples pour ce qui est des abus non lucratifs. Donc, on a IEEE et American Chemical Society qui contrôlent grosso modo une très, très grande partie de leur domaine et qui peuvent demander jusqu'à 5 000 pour publier un article, malgré le fait qu'ils sont abus non lucratifs. Donc, en ce qui concerne le projet de recherche, mais en fait, notre but, c'était simplement d'explorer les frais de traitement des articles et les abonnements aux périodiques scientifiques payés par les universités canadiennes au cours des dernières années. Donc, pour en arriver là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une collecte des abonnements et des coûts d'abonnement des 29 bibliothécaires universitaires qui sont membres de CARL ABAC, donc l'Association des bibliothèques de recherche du Canada, entre les années 2015 et 2019, qui ont été compilés par le consortium CRKN-RDCR, c'est-à-dire le Réseau canadien de documentation pour la recherche. Donc ensuite, on a procédé à la collecte de tous les articles publiés en 2015 et 2019 par les 29 universités canadiennes dans la base de données Web of Science de Clarivate Analytics. Ensuite, on a utilisé les DOI, donc les objets d'identifiant uniques pour chacun de ces articles-là et on les a croisés à la base de données OnPaywall pour obtenir la disponibilité des articles. Donc, la base de données OnPaywall, en gros, c'est un petit tracker sur Internet, un pisteur sur Internet qui passe à travers tous les articles scientifiques et il détermine si l'article est un article en libre accès hybride, etc., en fonction des DOI. Donc, pour ce qui est des frais de traitement des articles, pour, dans le fond, Elsevier, Wiley, Sage et Theorin Francis, on a utilisé le dépôt GitHub de Lisa Mathias, qui est une de nos collègues. Donc, Lisa, depuis plusieurs années, elle a son registraire justement des frais de traitement d'articles pour les principales revues scientifiques qui existent. Et en fait, afin d'éviter justement de calculer les APC en double, on a attribué uniquement les APC à l'auteur de correspondance. Donc, c'est sûr que ça donne des résultats qui ne sont pas 100% précis, étant donné que ça se pourrait que ce soit une autre personne que l'auteur de correspondance ou que les montants soient divisés entre les auteurs. Par contre, c'est la méthode qu'on a jugée qui était la plus efficace pour attribuer les frais de traitement des articles. Donc, si on regarde nos résultats, on constate que depuis 2015, les frais de traitement des articles qui ont été payés pour les 4 éditeurs ont passé de 2,2 millions de dollars américains à 3,2 millions en 2019. Donc, au total, sur cette période de 5 ans, les universités canadiennes ont payé 16 millions de dollars pour ces 4 éditeurs scientifiques-là, incluant les 2 tiers pour des revues scientifiques en mode hybride. Donc, c'est un montant qui est quand même très considérable, qui a été fait en double dipping. Quand on prend en considération qu'on parle seulement du tiers environ pour des revues scientifiques dorées. Donc, si on regarde justement le coût des APC additionnés au coût des abonnements qui ont été payés par les universités canadiennes en 2015 et 2019, il y a 297 millions de dollars qui ont été investis dans l'édition scientifique pour ces 4 éditeurs-là. Donc, on parle de 279,4 millions en coût d'abonnement. Donc, pour ce qui est de la proportion justement des frais de traitement d'articles qui ont été payés par rapport aux coûts totaux,
On parle d'environ 5,7 % du montant total. Donc, c'est un montant qui est quand même non négligeable, considérant qu'on paie déjà 279,4 millions de dollars pour accéder à ces articles scientifiques-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré les cancellations d'abonnements, justement, on constate que les coûts pour accéder à la science pour les universités canadiennes continuent constamment de monter d'année après année. Donc, si on regarde les APC et les abonnements, les coûts d'abonnement qui ont été payés pour chacune des universités canadiennes en 2015 et 2019, on remarque quand même des différences considérables entre les universités. Les principales tendances qui en ressortent, c'est probablement que les plus grosses universités paient généralement plus en abonnement, ce qui est quand même logique. On remarque aussi le même genre de tendance pour les APC. Par contre, on constate que UBC, l'Université McGill et l'Université de Toronto paient généralement une plus grosse proportion en APC par rapport aux autres universités. Donc, on voit les bandes oranges qui dépassent de vraiment beaucoup par rapport aux autres. Donc, en guise de conclusion, en fait, on peut penser que malgré les cancellations aux grands ensembles, les universités, malheureusement, dépensent de plus en plus d'argent pour la recherche et pour l'accès aux périodiques scientifiques. Un autre point intéressant, c'est le fait que l'augmentation de l'adoption du libre accès, donc selon les différentes études, on parle d'environ 25 à 50 ça semble contre-intuitivement faire augmenter les coûts d'abonnement. Donc, ça, on peut probablement attribuer ça au modèle de libre accès hybride, donc ce qui fait en sorte qu'on paye 2 fois pour la même recherche. Et malheureusement, comme le laisse sous-entendre le titre de ma présentation, les frais de traitement des articles ajoutent un fardeau de plus aux universités canadiennes, en plus de tous les autres montants à payer. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser. Et aussi, je sais qu'un de mes co-auteurs, Philippe Mongeon, est présentement dans la salle. Donc, lui aussi, il va pouvoir répondre à des questions s'il y a d'autres questions, justement, que moi, je ne serais pas capable de répondre. Merci Marc-André. Merci. En fait, Philippe Mongeon a écrit dans les conversations en ajoutant que ce sont des chercheurs qui donnent gratuitement aux revues leur légitimité et prestige. Et on a un autre commentaire de Cynthia en disant « J'imagine que les APC sont payés directement par les chercheurs, au contraire des abonnements payés par les universités même. » Oui, absolument. Généralement, les APC viennent généralement des fonds de recherche des professeurs. C'est sûr que ça peut varier. J'ai déjà entendu des cas de professeurs qui ont payé directement de leur poche pour publier en libre accès. Et ça, évidemment, on peut comprendre que ça peut avoir des effets importants, par exemple, sur des jeunes chercheurs ou sur des étudiants, et même sur des professeurs dans des milieux qui sont un peu moins financés ou des professeurs qui n'ont pas nécessairement de subvention de recherche. Donc ça, effectivement, ça peut encore une fois mener à un système de recherche qui est à 2 vitesses, étant donné qu'on s'entend tous pour dire que d'un point de vue éthique, publier en libre accès, c'est une meilleure chose que de publier dans une revue à abonnement. Par contre, publier en libre accès, ce n'est pas nécessairement une chose qui est accessible à tout le monde. Tout à fait. Est-ce qu'on a des mains levées? Jusqu'à maintenant, non. On attend quelques secondes si quelqu'un ou quelqu'une. On a une question dans le chat d'Anaël. Est-ce que vous pensez que les sites de piratage d'articles scientifiques ont une influence en la matière? Par exemple, SCI Hub. C'est sûr qu'on doit absolument prendre en considération l'existence de Sci-Hub, justement, je dirais, dans toute forme de discussion à propos du financement de la recherche, à propos du libre accès. Dans un monde idéal, on n'aurait pas besoin de quelque chose comme Sci-Hub, mais malheureusement, on est dans un contexte où même le libre accès n'est pas nécessairement accessible à tout le monde. Donc, Sci-Hub, c'est une initiative qui n'est pas très légale, donc je ne peux pas vraiment endosser ce genre d'initiative-là, malheureusement. Mais ce que je peux dire, c'est si ça existe, c'est certainement parce qu'il y a un besoin.
parce que ce n'est pas toutes les bibliothèques universitaires qui sont capables de se permettre les abonnements aux articles scientifiques. Et on pense notamment dans les pays les plus défavorisés, mais même au Canada et aux États-Unis, l'Université de Californie System, qui est une des plus grosses universités au monde, a brisé son abonnement avec Elsevier parce que Elsevier demandait trop cher. Donc, ce n'est pas un phénomène qui est isolé aux pays, par exemple, d'Afrique subsaharienne. Donc, ça se passe chez nous, là, ces enjeux-là. Merci. Philippe Anjon dit dans le chat que le libre accès n'est pas accessible à tout le monde en disant nice. Et on a une troisième question, peut-être on prend cette dernière question de Bénédicte Graille en posant que certains appels à projets européens exigent des publications en libre accès avec un embargo maximum de 12 mois. Est-ce un réel moyen de pression? En fait, c'est sûr qu'un libre accès avec un embargo de 12 mois, personnellement, je pense que ça reste mieux que pas de libre accès du tout, dans le sens que le but ultime, c'est de permettre aux gens d'accéder à la science qui, on s'entend, est largement financée par des fonds publics. Par contre, ça soulève certains problèmes, notamment dans des disciplines où, en fait, les connaissances évoluent rapidement et l'accès aux connaissances scientifiques peut faire une différence entre la vie et la mort. Donc, je peux donner l'exemple de la COVID en ce moment. C'est bien de voir qu'il y a un vent de solidarité et que la plupart des articles liés à la COVID sont en libre accès en ce moment. Par contre, il y a des exemples absolument épouvantables de recherche, par exemple, sur l'Ebola qui avait été fait il y a une dizaine d'années. Donc, c'était des chercheurs américains, des chercheurs britanniques, des chercheurs du milieu occidental qui publiaient des recherches sur l'Ebola dans des revues coûtant avec des abonnements faramineux, alors que les médecins sur le terrain en Afrique n'étaient même pas capables d'accéder à ces articles-là. Donc, c'est sûr que l'embargo de 12 mois, c'est un moyen de pression qui peut fonctionner, particulièrement particulièrement dans des plateformes comme PubMed qui ont un système où on peut soumettre l'article au moment où ce que l'article est publié, mais que le système de PubMed lui-même va le publier automatiquement dans 12 mois. Donc, on n'a pas besoin de rappeler aux chercheurs de le remettre après 12 mois, parce que dans ce contexte-là, d'après justement les données qu'on a, ça marche généralement pas très bien, un embargo de 12 mois sans un système de publication automatique. Mais comme j'ai dit, c'est sûr que plus la science est ouverte, mieux c'est, mais c'est sûr que dans un monde idéal, on n'aurait pas d'embargo. Dans un monde idéal, on aurait de la science faite par les chercheurs, pour les chercheurs, qui serait directement financée par le public et directement accessible à tous.